Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Xavier Gonzalez. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Brenac et Gonzalez et associés. Alors on a déjà reçu 3 de vos associés, mais je vous ai invité, vous, parce que vous êtes l'un des 2 fondateurs de l'agence. Et j'avais très envie de vous entendre sur ce parcours riche qui est le vôtre. En outre, vous avez une architecture joyeuse. Enfin, en tout cas, c'est mon qualificatif. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'austérité ou de simplification de l'architecture, ou voire même une perte du savoir ordonner l'espace, que je suis assez bluffée à chaque fois parce que c'est joyeux, ça bouge. Il y a toujours du cinétisme dans votre travail. Et donc, j'avais envie de mieux connaître l'homme qui est à la genèse de ce travail. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ? Alors, tout d'abord, Anne-Charlotte, le terme de joyeux me convient à 300%. J'aime une architecture joyeuse, même si parfois, ce qui est apprécié, c'est justement la tristesse, une sorte de mélancolie. Mais moi, je trouve que la joie me convient parfaitement. Je dirais même plus la gourmandise. Je suis gourmand d'architecture. Donc ça me va parfaitement. Alors, mon histoire, c'est l'histoire de Xavier Gonzalez et Olivier Brenac, Oui. en réalité. C'est-à-dire... Voilà, on s'est rencontrés, moi j'étais tout jeune, Olivier c'était un jeune diplômé, on s'est rencontrés par hasard, moi je voulais être médecin, j'étais formaté pour ça, j'étais dans une école scientifique, mais vous savez, c'est ça qui est génial dans la vie de chacun, c'est que les choses elles se dévoilent par hasard, c'est-à-dire le hasard d'une rencontre, mais pour que ça soit dévoilé, il faut qu'il y ait un déjà là. Et ce déjà là, je l'avais déjà. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup dessiner, je faisais des grandes gouaches ou des aquarelles, je faisais des affiches. Donc il y avait déjà ce désir qui n'était pas exprimé parce que je ne connaissais pas le mot architecture, tout simplement. Et les choses, elles commencent à exister lorsqu'on sait les nommer. Et architecte, eh bien, c'est les bâtiments, je savais ce que c'était, mais je ne savais pas que derrière, il y avait un métier qui s'appelait architecte. Dans ce dévoilement, il y avait aussi un collectionneur. Je collectionnais les timbres. Et à chaque fois, les timbres que je préférais, c'était les timbres où il y avait de l'architecture, c'est-à-dire Carcassonne, Provins, etc., pour le patrimoine. Et puis un jour, il y a un timbre qui est paru, qui était le théâtre de Grenoble. Alors ça ressemble pas aux autres. Et ça m'a un petit peu interpellé, parce que là, tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui m'a chatouillé, mais encore une fois, je n'en connaissais pas le nom. Pas d'artiste dans la famille ? Non, vous savez, moi je suis un fils d'immigré, moi je suis immigré moi-même, donc je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Immigré espagnol ? Oui, voilà, Ouais. je venais d'Alicante. Et ça a été un électrochoc climatique d'abord, parce que je dois dire qu'en 62, c'était l'hiver 62, c'était un des hivers les
plus rude depuis des dizaines d'années. Donc, laissant ma famille là-bas, mes amis, cette douceur de vivre en tant qu'enfant, ces orangers, ces citronniers, ces odeurs, ces parfums, etc. Mon grand-père qui était boulanger, donc cette douceur, ça vient aussi de ce parfum du pain, enfin le pain, la pâte fraîche qui n'est pas encore cuite, la levure. Et puis tout d'un coup, je me retrouve à Joinville-le-Pont, donc dans la proche banlieue. Ma mère avait de la famille à Paris, qui était venue après la guerre civile. Et voilà, et tout d'un coup, on est arrivé en France sans rien, quoi, puisqu'on avait tout laissé là-bas. Et tout était à reconstruire, c'est le cas de le dire. Il fallait reconstruire la famille et il fallait nous reconstruire nous-mêmes. Alors peut-être que... Du bas de l'échelle. Ouais. Donc métaphoriquement, maçon, ma mère gardait les enfants, les petits-enfants, les bébés, etc. Et puis moi, j'ai appris le français en 1 mois et demi. Donc, il y avait aussi ce miracle de l'école républicaine. Je ne sais pas si elle fonctionne encore, mais ce mythe-là n'était pas du tout galvaudé à cette époque-là. Ouais. C'est vraiment une école d'intégration. Bon, alors, il y a quand même l'idée de la construction. Oui, il y a non seulement l'idée de la construction, mais l'idée aussi que m'a transmise mon père de la fierté du travail que l'on fait. Mon père, pour nous payer les vacances, il bossait le week-end. Donc, il faisait des petits chantiers à droite à gauche pour lui. Et à chaque fois, il me demandait si je voulais venir avec lui parce qu'il était fier de ce qu'il faisait. Il pouvait faire un jardin, il pouvait refaire un mur, une toiture, une salle de bain. Il aimait être fier. Et je trouve que la beauté et la valeur du travail, c'est ça. C'est à la fois de te sortir d'une condition sociale, mais de t'en sortir par la fierté par la dignité. La valeur du travail. La valeur du travail. Et ça, je l'ai toujours conservé. Donc, H24 à l'agence, peut-être pas tout à fait. Je l'ai été quasiment, à un moment donné. Mais là, en vieillissant, c'est un peu plus compliqué. Bon. Donc, le lycée... Le lycée à Saint-Maur-des-Fossés. Et puis, la rencontre avec Olivier Brenac s'est faite au moment du bac. Donc là où j'hésitais, je n'étais pas encore inscrit dans une école de médecine. Et donc voilà, la rencontre avec Olivier, qui lui venait d'être diplômé de l'école spéciale avec Paul Verriot. Et puis à une soirée, il me dit, alors tu fais quoi? Non, enfin, les choses d'une grande banalité dans une soirée. Et... il me dit, je suis architecte. Je dis, c'est quoi? C'est quoi architecte? Et voilà, il m'explique ça. Et je dis, mais finalement, c'est pas un peu ce qu'il y a dedans, déjà, ce qu'il y avait et que je n'arrivais pas à exprimer. Et donc, je lui ai demandé de me décrire ce métier, comment ça se passait. Alors, c'était pas facile parce que c'était en 75, cette rencontre. Et 75, c'est la première crise pétrolière. Et donc, ça détruit une grande partie des grandes agences françaises, des Grands Prix de Rome, qui avaient 300 personnes. C'est des agences énormes, c'est des usines. Et puis, tout d'un coup, voilà, tous ces grands projets des 30 Glorieuses, avec le premier choc pétrolier, se sont écroulés comme des châteaux de sable. Donc, c'est là où il y a eu énormément de chômeurs dans notre profession. Et donc, Olivier Brenac me disait, non, franchement, je ne te conseille pas l'architecture, je ne sais pas si c'est un métier d'avenir, mais le verre était déjà dans le fruit. Donc, tu rentres à l'école. Et donc, je rentre à UP8, qui aujourd'hui s'appelle Paris-Belleville. Et tout d'un coup, c'est une révélation. C'est vraiment une révélation. C'est-à-dire que tout ce que j'avais en moi, qui n'arrivait pas à émerger, tout d'un coup, là, émergeait, était visible parce que l'expression, parce que le dessin, parce que l'apprentissage de la sociologie, de l'histoire. Moi, j'étais un passionné d'histoire. Et tout d'un coup, l'histoire avait un autre sens. Ce n'était pas uniquement la vie des rois, des reines et des princes, mais tout d'un coup, c'était la question du patrimoine qui se révélait. Et ça, c'est génial. J'étais comme un poisson dans l'eau. Ouais. Et puis, dans le patrimoine, il y a quelque part des âmes qui circulent. Oui, heureusement qu'il y a des âmes qui circulent parce que c'est aussi notre héritage. Ouais. Et cet héritage, il est sans fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée le patrimoine de demain. Et c'est une spirale, c'est sans fin. Et c'est ça qui est génial dans notre métier. Donc, l'école, tu sors diplômé. Je sors diplômé. Alors, avant de sortir diplômé, c'est vrai que j'ai été un peu aussi... j'étais un peu
le chouchou quoi, de mes profs. Alors c'est vrai qu'ils me baladaient un peu partout, ils m'emmenaient dans leurs soirées. Vous savez, tous ces enseignants, c'est les enseignants de post 68, donc ils étaient très très ouverts aussi. On se mélangeait beaucoup avec les étudiants. Après, je bossais pour eux aussi. Je bossais pour Bernard Porn, pour les Girard. Moi, je travaille, j'ai toujours travaillé en fait, pour payer mes études. Mais ça, c'était un travail et un apprentissage. Et en même temps, chaque architecte est différent. Il a un univers qui est spécifique, qui est propre. Et c'est extraordinaire de rentrer dans une intimité, dans un univers. Et en même temps, c'était mon prof ou mes profs. Et en même temps, je n'arrivais pas à les démythifier, même si on était devenus potes. Et en même temps, ça l'arrive. Mais il y avait une sorte de familiarité au sens propre du terme. C'est au sens familial du terme qui c'est des moments de plaisir et de partage vraiment extraordinaires. Alors, vous montez votre agence au bout de combien de temps ? Alors là, c'est un peu mon histoire parce que là, ma rencontre avec Olivier, le fait qu'il soit au chômage après 75, a fait que il m'a dit un jour, Xavier, tu veux pas qu'on fasse des concours ensemble ? Moi, j'étais pas diplômé, j'étais en 4e année. Et je dis oui, je savais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais voilà, on s'est mis au travail et on s'est mis pas véritablement avec un objectif spécifique, mais de s'occuper, d'avoir des choses peut-être à dire, parce que c'est une époque de transition, la fin des années 70. C'est la fin un peu d'une idéologie, puisque aux Beaux-Arts, l'école d'architecture, c'était interdit de dessiner en 68, donc il fallait presque se cacher pour dessiner. Et puis mes profs, c'est un peu le début d'une autre histoire. Qui commençait. C'est une histoire avec un peu moins d'idéologie, un peu plus de prospective et de désir de fabriquer des choses, que ça soit du logement principalement, d'inventer des typologies, d'expérimenter des choses, des structures, des matériaux. Et en même temps, c'était aussi l'arrivée des concours d'État qui ne s'adressaient plus au Grand Prix de Rome, mais à une nouvelle génération. Donc le premier concours, c'était l'aménagement de la place de la mairie de Clamart. Bon, on est arrivé 3e et on a touché, je sais plus parler en francs, mais bon, on va dire 500 francs. Le deuxième, c'était le parc de Cergy-Pontoise. Et puis, on avait fait un pané, on appelle un pané, c'est un canson à très très grand format que l'on avait fixé, collé sur une planche de bois. Et on avait fait un rendu à l'aquarelle à l'ancienne, absolument incroyable. Et un jour, Créé nous appelle, on n'a pas gagné, on était on va dire, remarqués. Et à l'époque, Créé était une revue importante de l'époque, et nous dit, on veut publier votre projet. Alors, c'était un truc assez bizarre. Et puis la troisième, c'était la bonne, on va dire, puisque c'était les immeubles de ville de Cergy-Pontoise. Et tout d'un coup, on a eu 200 logements ou 199 logements. Et là, c'était le début. Mais je n'étais pas diplômé. Mais avec beaucoup de culot. Ouais. Olivier était diplômé. Olivier était diplômé, mais notre client pour Cergy-Pontoise, c'était I3F, ça s'appelait comme ça, mais c'est 3F à l'époque. Et quand on m'a demandé la copie de mon diplôme, avec le culot de la jeunesse, je leur ai répondu, pour des questions idéologiques, je ne suis pas inscrit à l'ordre des architectes. En fait, c'est parce que je n'avais pas passé mon diplôme. Pas encore. Pas encore, mais bon, c'était 2 ans après, quoi. Bon. C'est quand même assez incroyable comme histoire d'avoir conçu 180 logements. 199. Ouais. Dieu dans le détail. Ce qui nous sauvait aussi, c'était le manque d'inhibition. On n'était pas du tout inhibés. Et donc, le manque d'inhibition, ça nous donnait une très grande liberté pour imaginer, pour proposer aussi. Et donc, les immeubles de ville de Cergy-Pontoise ont été primés aussi après, prix de l'habitat, etc. Aussi parce qu'elles étaient, sur le plan typologique, très inventifs. C'était un immeuble collectif, mais c'était des maisons superposées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'escalier collectif. C'est-à-dire chaque logement était desservi avec son escalier privatif. Donc, comme des maisons. Donc, tout ce qui pouvait être le signe d'une maison, la porte, le paillasson, la boîte aux lettres, on l'avait au rez-de-chaussée.
Donc, même si on habitait au deuxième étage. Donc, c'est cette identification, c'est aussi ça. L'idée de la maison, c'est ça. C'est sa présence au sol, on va dire. Ensuite, parce qu'il fallait bien que je travaille, que je gagne ma vie, donc je travaillais aussi à mi-temps chez une grande dame de la déco et du design qui s'appelait André Poutman. Et André Poutman m'a ouvert un horizon, un paysage que je ne connaissais pas. Je veux dire, quand on est à l'école, on ne parle pas véritablement de matérialité, sauf quand on analyse un bâtiment historique ou quoi. Mais on faisait des maquettes blanches. Donc, c'est quoi votre matériau ? Je ne sais pas, c'est blanc, c'est donc du béton. Voilà. Alors que là, quand on parlait de verre, il y avait plusieurs S. C'était pluriel, pluriel, pluriel. Les verres sérigraphiés, les verres transparents, opalins, gravés, sablés, etc. Et donc, il y avait une sorte de caverne d'Ali Baba avec une quantité d'échantillons absolument incroyable, comme le bois. On dit, oui, c'est du bois. Non, mais quel bois ? Et quel traitement pour le bois ? Et ça, c'était absolument incroyable. Et ça m'a vraiment formé. Je pense que cet épisode d'un an, et au design, même si j'étais un petit peu sensible au design, et puis l'artisanat. Vraiment, l'artisanat, elle travaillait avec des artisans incroyables aussi. Les savoir-faire. Qui conservaient encore des savoir-faire, que ce soit des ferronniers, des vitriers, que ce soit des gens qui travaillaient le cuir, etc. Et voilà, et tout d'un coup, je me suis retrouvé à dessiner des boutiques de Thierry Mugler à Milan, de Chloé à Londres, de faire du packaging. Et tout d'un coup, ce zoom et ce dézoom qui est l'alpha et l'oméga de l'enseignement de l'architecture, je l'avais là présentement. C'est-à-dire qu'une fermeture éclair, c'est une échelle. Une maison, une boutique, c'est une autre échelle. La ville avait une autre échelle, etc. Le matériau a une autre échelle. Et tout d'un coup, ce qui était formidable, c'est de conjoindre l'ensemble de ces échelles pour fabriquer un lieu, pour fabriquer un univers. Ça a été une énorme découverte. Et puis après, je suis parti au Japon. Après, je suis parti chez Tadao Ando. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir la Villa Médicis sur les murs. Et je suis parti à Osaka pendant 1 an. J'ai fait tout le tour après du Japon. Et c'était plus qu'une claque dans la figure. Là, c'était vraiment un énorme coup de poing, pour ne pas dire plusieurs coups de poing. Parce qu'on est très loin de sa base, très loin de sa culture, très loin de ses amis, de sa famille. On est une sorte d'isolat. Et pour exister, c'est très compliqué. Il faut tout revisiter. Il faut tout revisiter et puis il faut s'ouvrir sur tout, quoi. Il faut être open. Parce que Tadao Ando, c'était une agence importante à l'époque ? Non, pas du tout. Il n'y avait même pas 10 personnes. C'était son deuxième déménagement. Il avait eu déjà un premier atelier qu'il partageait plus ou moins avec son appartement, etc. Là, c'était sa deuxième installation où ce n'était que son agence. Alors, quand on le vit de l'intérieur, à la fois on mystifie et on démystifie un peu. C'est-à-dire que, premièrement, quand tu le vis de l'intérieur, quand on travaille de l'intérieur, on voit aussi que la limite de la composition, parce que moi, la plupart des gens qui travaillaient n'avaient pas de lumière. C'était un bloc de béton et il n'y avait pas de lumière. Et moi, je me suis trouvé à proximité d'une petite fenêtre qui devait faire 50-50, mais qui m'arrivait au genou. Parce que j'imagine que sur la façade, ça devait créer une sorte d'harmonie dans la composition. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que ça m'a permis de visiter toutes les maisons que je connaissais par les grandes publications d'architecture d'aujourd'hui à l'époque, ou une revue de GA, la revue japonaise. Et c'est vrai que là encore, ce qui est extraordinaire, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que le béton, c'est pas le dernier chaînon qui fabrique le béton. C'est le premier de cordée. C'est-à-dire, c'est les menuisiers qui font justement le coffrage, qui choisissent les huiles, le calpinage des ferraillages, parce que, à cause des questions sismiques, il y a plus de ferraille que de béton, mais c'est d'une très grande beauté, parce que la fabrication est extrêmement soignée. Le dosage du béton, du gravillon, du sable, des huiles, le choix des bois pour les banches, génère aussi une colorimétrie et une sorte de lustrage presque de satin du matériau. Et ça, c'était vraiment aussi un énorme choc. Alors aujourd'hui, tu es à la tête d'une agence d'une 50aine de personnes. Vous menez quand même des gros projets. Actuellement,
Vous êtes sur le point de livrer une tour à Montpellier, qui est un très bel objet. Vous réalisez 2 sièges pour Nexity, un siège social national et un autre régional. Enfin, vous avez de magnifiques commandes. Est-ce que, quand tu es sorti de l'école, tu pouvais imaginer que tu arriverais à ce niveau de pratique? Tu y pensais ou pas du tout? En fait, je pense que quand on est jeune, je ne sais pas si on est dans la stratégie. Oui. Et je pense qu'à la fois, on a une intuition, mais qu'on ne sait pas nécessairement exprimer. Il y a des gens qui sont dans la stratégie pure, dans le coup de billard à 3 bandes, etc. Non, je pense que quand on sort de l'école, on n'a pas nécessairement un cap, si ce n'est de continuer à travailler. Mais je dirais, on a une intuition. Et cette intuition nous mène vers des choix et des sacrifices. Voilà. C'est-à-dire, il y a aussi, tout d'un coup, une perte, je ne sais pas, de naïveté, d'indolence. Tout d'un coup, on rentre dans une autre trajectoire. Et je pense que ça, effectivement, on en a été conscient, d'avoir changé de rail. Oui. Ça, c'était très, très important. Mais non, après, on travaillait à la maison. On travaillait, à l'époque, on travaillait au thé, à l'équerre, à l'encre. On se tapait tous les opéras. Et voilà, on adorait l'opéra et on travaillait avec l'opéra à tue-tête. Mais c'était des moments aussi marrants, vraiment. Alors, vous enseignez, vous avez marqué toute une génération, je crois, d'élèves architectes, d'apprentis architectes, entre guillemets. On parle de vous et en tant qu'enseignant. Et donc, je vous propose de parler de la transmission. À la fois la transmission à l'école, du savoir de l'architecte, et à la fois la transmission à l'agence, parce que vous avez un parcours déjà bien rempli et que la question de la transmission, j'imagine, se pose. Voilà. Ouais, j'adore ce mot. J'adore ce mot transmission. La transmission est vraiment à l'agence, mais pour moi, qui n'ai pas de progéniture, je n'ai pas d'enfant. Donc peut-être que cette question-là est encore plus vive chez moi. Et je dirais que le désir d'enseigner, puisque c'est lié, c'est venu très très tôt. Vraiment très tôt. Je me souviens encore quand je faisais des voyages aux États-Unis, au Japon, etc., et que je prenais à l'époque, c'était des diapositives, et je me disais, tiens, celle-là, je pourrais la mettre dans un cours sur ceci ou sur cela. J'ai eu la chance d'être pris comme maître assistant dès que la réforme de l'enseignement de l'architecture est arrivée, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup de consanguinité dans les écoles d'architecture. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un concours national. Et donc, voilà, je suis arrivé 2e sur 850 et je suis allé enseigner pendant 3 ans à Lille. Franchement, c'était des gens ce sont des gens formidables. Et parce que, à la fois, ils sont près et loin de Paris. Et donc, ça les rend beaucoup plus curieux et friands d'expositions, de choses comme ça. Alors que à Paris, on est un peu blasé et on remet toujours à demain. Et finalement, les expositions finissent par partir. Et voilà, il y a une sorte comme ça de quotidien qui s'installe. Et ça, c'est ce qui arrive à mes étudiants d'ailleurs. Et puis après, j'ai passé mon concours de professeur il y a quelques années. Et voilà, j'ai aujourd'hui le statut de professeur. Mais ouais, J'adore l'enseignement, j'adore cette transmission, elle est fondamentale. Et je pense que c'est aussi, vous posiez la question tout à l'heure de la perspective, comment on voit l'agence, est-ce que par rapport au début, etc. Moi, je pense qu'une de nos meilleures réussites, c'est la transmission. C'est-à-dire que 3 jeunes architectes sont venus avec nous. Ils étaient déjà là. Mais parce que la question de la reconnaissance est fondamentale pour la fierté de l'autre. C'est-à-dire qu'on reconnaît en l'autre son apport. Et c'est fondamental. Et cette reconnaissance passe aussi par la transmission. Oui. Mais on est loin du modèle de l'architecte star. Ouais, mais on est loin du modèle français, on va dire d'une manière générale, quoique les choses changent. Quand l'architecte mourait, le nom mourait, point barre. Alors que, et c'est ça que j'ai compris dans la culture anglo-américaine, ou même dans la mode, le nom dure au-delà du créateur ou de la créatrice. Et je me suis dit, mais finalement,
cette agence a aussi une valeur, qu'elle soit financière, mais aussi une valeur culturelle. Et cette valeur culturelle, eh bien, il faut être capable de la transmettre, de la relayer. Et les relais, eh bien, ce sont nos jeunes associés à qui l'on doit énormément, puisque une partie de cette identité, si on parle d'identité culturelle, eh bien, elle leur revient totalement. Alors justement, je crois que Guillaume Maréchaux est un de vos anciens élèves. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous enseignez à vos élèves en architecture? Enfin, on ne va pas refaire le cours, mais... Non, ce que j'enseigne, c'est ce que moi j'ai appris, et en tout cas ce que j'aime aussi dans l'architecture et ce que je m'applique à moi-même. Je ne sais pas si vous connaissez cet essai d'Isaiah Berlin qui s'appelle « Le hérisson et le renard ». Ou « Le renard et le hérisson », je ne sais pas dans quel sens. Je trouve cet essai formidable parce qu'il compare deux animaux, le hérisson et le renard. Ce sont évidemment deux animaux très très différents. Et il les compare aux artistes, aux architectes, aux auteurs, musiciens, etc. Et donc il dit, le hérisson, c'est un animal qui perpétue en permanence une idée. Et toute sa vie, il essaye de la porter jusqu'au sublime. Tadorando, par exemple, pour ne pas le nommer. Et puis, il y a le renard. Et le renard, c'est quoi? C'est un animal qui est curieux et qui, finalement, se nourrit de ses propres expériences. Et à chaque fois, fait le pas de côté qui fait qu'il rejoint un autre horizon, et un autre désir d'expérimenter autre chose. Et moi, c'est ça. Moi, je suis un renard. Je suis un renard. Moi, ce que j'aime, justement, c'est une pensée en mouvement. C'est ce que j'essaye de transmettre, c'est ça, mais pas que. C'est-à-dire une sorte de... ce que Octavio Paz appelle dans son essai pareil, l'éloge du présent. Je crois que c'est même Bergson qui appelle ça l'éternel présent. Ou bien encore Baudelaire, qui est un grand écrivain, bien sûr, qu'on connaît, mais aussi un grand critique d'art, et qui définissait la modernité comme une sorte de mélange entre d'immuable, d'éternel d'un côté, et au contraire, quelque chose de transitoire. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est cette part d'immuable et cette part du quotidien, du moment que l'on vit. Et ce que j'essaye de donner à ces étudiants, c'est la curiosité, d'aller explorer tout. Je leur dis, mais allez même en boîte de nuit, essayez de comprendre comment les DJ fabriquent de la musique avec leurs 3 platines. À quel sillon la chose bascule, le son bascule. C'est ça qui est intéressant. C'est de se nourrir du présent avec, en même temps, le lien à l'histoire. C'est tout, le lien à la tradition. En effet, je me rappelle justement de l'interview avec vos associés et Emmanuel Persson témoignant de ton ouverture et de... Je ne vais pas y arriver. Bon, je n'arrive pas à employer le « vous », Xavier. C'est très compliqué. Donc, je vous te propose de continuer avec le « tu ». En général, je demande le voussoiement, pour le dire à l'ancienne. Là, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression... Parce qu'on a lié des choses, on a mis en relation, on a partagé un moment. On a partagé un moment. D'intimité. Bon, alors, on continue sur la transmission. Donc, tu parlais du renard. Oui. Donc, finalement, c'est plus qu'une leçon de mise en pratique de l'architecture. Oui. Tu proposes une philosophie. Oui, je propose une philosophie. Et effectivement, cette philosophie, elle a commencé véritablement à émerger avec l'écriture. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, différents magazines européens ou internationaux, comme la grande revue espagnole Apuste ou la revue hollandaise A10, m'ont proposé d'écrire sur des sujets, que ce soit la question de la densité, la question du développement durable, la question de l'enveloppe architecturale, etc. Ou aussi, de la même manière, d'écrire sur Jean Nouvel ou sur d'autres architectes. Et finalement, écrire sur les autres, c'est écrire un peu sur soi, quelque part. Et du coup, on ne revient pas de la même manière, parce que ça veut dire qu'on porte attention à l'autre. Et on essaye de comprendre ses techniques, ses tocs, ses messages,
les messages éphémères et les messages permanents. Et c'est formidable. A+T m'a donné 30 pages sur Jour Nouvelle. Donc j'ai épluché toutes ces conférences, toutes ces monographies, et ça m'a énormément forgé. Et ça m'a transformé, parce que écrire sur les autres, comme je disais tout à l'heure, ça nous transforme. Ça nous oblige à être moins égocentrés et à apprendre des autres. Pour moi, c'est ma grande leçon. Et quand on apprend des autres, on est capable de donner aux autres. Donc, aux étudiants. Alors oui, pour en revenir à Emmanuel, donc il témoignait en disant que il avait trouvé sa place dans l'agence parce que tu autorisais le pas de côté, justement. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, on a tous des périodes, et il y a un moment donné, on sent qu'on arrive en fin de quelque chose, que la chose a été exploitée, surexploitée. Et moi, je déteste m'ennuyer. L'ennui me tue. Et donc, à partir de là, je mettais en place une sorte de jeu qui fait que lorsque les systèmes revenaient comme des automatismes, je disais, c'est 5 €. Je mettais à l'amende. Et après, on allait prendre une bière ensemble, tous ensemble. C'était la seule manière que j'avais trouvé de désintoxiquer sur les habitudes et sur les réflexes. Et sur la paresse intellectuelle, quelque part. Oui. Et donc, du coup, il y a eu, non seulement j'autorisais, mais j'obligeais systématiquement à faire ce pas de côté, ce qui fait que, à chaque fois, on retrouve ce lien avec le transitoire d'un côté et le permanent de l'autre. C'est ça qui est intéressant. Parce que même dans ces différences, il y a quand même des fils conducteurs. Alors, je te propose un nouveau thème, qui est la mutation du métier d'architecte. Alors là, c'est vraiment le sujet du moment. Très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, tout est à réinventer. Tout est réinventé. En blaguant, je dis même sa mère, il faut la réinventer. Et c'est vrai, quoi. On est dans une phase transitoire où non seulement c'est tout le métier, c'est-à-dire notre place dans la société qu'il faut retrouver, qu'il faut trouver, mais aussi les nouveaux outils nous obligent à travailler autrement. L'intelligence artificielle, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Elle est déjà là. Donc j'ai fait faire une conférence à un ami qui vient des États-Unis pour mes étudiants, parce que lorsqu'on parle de transition écologique, on parle toujours à des matériaux, etc., à des déperditions calorifiques et autres. Mais l'intelligence artificielle va nous aider à faire ça. Est-ce que c'est la compacité? Est-ce que c'est la hauteur? Est-ce que c'est l'orientation des fenêtres? Donc cette intelligence-là, c'est-à-dire le progrès, il ne faut pas s'en priver. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas de revenir à la charrette et à la chandelle. La question, c'est comment trouver à la fois des outils traditionnels ou des choses qu'on va puiser dans la tradition, et en même temps, des choses qui sont liées à la science et au progrès. Premièrement. Deuxièmement, l'invention, aujourd'hui, c'est toutes les typologies sont à revoir. Le logement, la famille, ça n'a plus rien à voir depuis 20 ans, mais on est resté avec les mêmes modèles culturels. Le bureau, là, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. J'avais une discussion avec un copain. Il me dit, écoute, ma femme travaille pour une assurance, et maintenant, c'est toutes les 2 semaines, c'est 2 jours par semaine en télétravail, 1 semaine. 3 jours la semaine d'après en télétravail. Donc la question, c'est quoi le bureau de demain? À partir du moment où, au lieu d'avoir un effectif de 300, on va se retrouver avec des effectifs de 150. 1 semaine sur 2. Et lorsque ces gens-là se sont installés en province, quand ils viennent 3 jours, il va bien falloir les loger. Donc, du coup, tout est en construction. Est-ce que finalement, l'hôtel ne va pas se rapprocher de l'espace du bureau? Ou est-ce que c'est l'un qui va dans l'autre? Est-ce que c'est le bureau qui se rapproche de l'hôtel ou l'hôtel qui se rapproche du bureau? Et aujourd'hui, c'est effectivement les typologies que l'on voit émerger. C'est la chambre d'hôtel qui devient un espace de bureau. Donc la question, c'est comment faire disparaître le lit, parce que le lit, c'est un signe d'intimité qu'on ne partage pas nécessairement avec un client. Donc la question, elle est là. Mais de la même manière, les équipements sont à réinventer. À partir du moment où je peux télécharger n'importe quel formulaire à la mairie, remplir un dossier et l'envoyer, à quoi ça sert une mairie? Une médiathèque, c'est la même chose. À partir du moment où je peux tout télécharger, que ce soit une vidéo, que ce soit un bouquin, la médiathèque, c'est le lieu pour travailler. C'est le lieu pour se retrouver. Et c'est ça aussi, les choses. Donc, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est tout d'un coup l'hybridité des programmes. C'est ça, je pense, l'objet. Et donc, pour conclure, oui,
tout est à réinventer, y compris sa mère. Bon. Alors, la qualité dans le logement? Alors, le logement a été extrêmement oublié. C'est le grand oublié depuis plus de 25 ans. Pourquoi ? Parce que on a arrêté d'expérimenter. Il devient extrêmement régulé et réglé. Une multitude de règles. Et ensuite, le terrain d'exploration, c'était le logement social. Et le logement social, aujourd'hui, a totalement démissionné et il sous-traite au privé, c'est-à-dire à des sociétés immobilières privées. Donc aujourd'hui, le logement social est fait par Nexity ou est fait par Bouygues. Il est là le problème. Et donc le modèle du privé devient le modèle du logement social. Mais est-ce qu'il y a une perte? On peut se dire qu'au contraire, il y a une valeur ajoutée? Je ne dirais pas ça, parce que les surfaces en logement social étaient beaucoup plus généreuses. Les dernières années de l'utopie, c'est les années 90. C'est la crise des années 90. C'est-à-dire qu'entre les années 90 et aujourd'hui, le logement a perdu 15 mètres carrés. Donc non, c'est vraiment C'est réduit à peau de chagrin. C'est une vraie réduction de l'espace de l'habitat. Et donc justement, nous, on est en train de travailler aujourd'hui sur des prototypes, que ça soit le logement inclusif à Grenoble, mais que ça soit également à Charenton, le logement post-Covid. C'est-à-dire, en fait, on travaille ce logement, non pas en rajoutant 15 mètres carrés, parce que les 15 mètres carrés, de toute manière, il faudra que quelqu'un les paye. Donc, si c'est vous qui les achetez, c'est vous qui les payez. Si c'est vous qui les construisez, il faut bien qu'on les paye. Et si vous avez une chambre de plus, il faut bien la louer. Et donc, on essaye de conserver les surfaces qui nous sont données, d'une manière générale, pour les 3 pièces, les 4 pièces et les 2 pièces, en essayant d'apporter un dispositif scénographique, flexible, qui fasse que ce logement peut vivre d'une manière différente, une semaine sur 2, quand un week-end sur 2, j'ai un enfant, et le week-end d'après, j'ai 3 enfants. Quand ma femme travaille, et en même temps, le gamin est là. Lorsque, c'est mon anniversaire, et je fais une fête à la maison. Donc, nous, on travaille sur ces dispositifs scénographiques, qui fait que c'est un peu comme un couteau suisse, c'est-à-dire la fonction fait l'espace. Ça, c'est pas mal, ça. Le bioclimatique? Alors, le bioclimatique, nous, on a... je parlais tout à l'heure de jalons dans notre production. 2005 a été un jalon important parce qu'on a construit, par la Caisse des dépôts, le premier bâtiment HQE, certifié HQE de France. C'était à Aubervilliers. Et depuis, ça ne nous a plus quittés parce qu'on a bien vu que, au-delà de l'architecture, il y a autre chose, qui est celui d'une régénération et d'une obligation, d'une nécessité, je dirais, qu'à l'époque, on n'appelait pas encore climatique, mais qu'on appelait durable. Et aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Donc c'est le sujet de mes diplômes de cette année, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir été traumatisé cet été par tous les incendies qu'on a vus en Grèce, on a vu au Portugal, et qu'on a vu un peu en Californie, mais ça c'est une habitude, et un peu partout, et en Algérie. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais il faut arrêter, quoi. Il faut faire basculer quelque chose. Et donc, toutes les semaines, j'organise une conférence sur le sujet. Quelle école ? Paris-Malaquais. Donc là, on est en diplôme. C'est la dernière année. Et hier, par exemple, je les ai emmenés dans un dépôt, justement, pour qu'ils se rendent compte de tout ce que l'on peut recycler. Même le béton, comment il est broyé, quel est le granulat, qu'est-ce qu'on peut en faire. Les lavabos qui sont récupérés, les faux plafonds, les moquettes qui sont quasiment neuves. Oui, maintenant, le recyclage est quand même bien... Non, non, pas du tout. Non. Ah bon ? Non. Je crois que les recycleries maintenant... Oui, les recycleries, oui. Oui. Après, ce qui bloque, c'est les certifications. Ah oui. Sans certification, on ne peut pas avoir d'assurance. Et les bureaux de contrôle sont dans l'interface. Et dire, non, ça, c'est pas le DTU, non, ça correspond pas, machin. Ça, je peux pas vous donner une garantie décennale parce que le produit a déjà 10 ans. Même si c'est une dalle de béton. Mais justement, non. Il y a véritablement une révolution mentale à créer. Qui reste à... Ah non, mais il y a des blocages partout parce que tout est régulé. Et évidemment, en bout de chaîne, il y a l'assurance. Donc, c'est ça qui est compliqué. Il faut aussi... être optimiste. Voilà. Et que l'assurance se réinvente aussi. Il faut absolument, c'est un impératif que l'assurance se réinvente également.
Alors, la matérialité, là, je vais faire un pack matérialité, espace, lumière, créativité. Commençons par la première. Ouais. Alors, la matérialité, c'est fluctuant. Parce que là aussi, il y a des modes. Et par exemple, le béton, qui nous a accompagnés pendant plus d'un siècle, aujourd'hui se trouve un peu mis à bas, questionné. Et donc, il faut inventer le béton de demain. Alors, est-ce que le béton de demain, c'est la pierre? Est-ce que le béton de demain, c'est... non, le métal, non, ça consomme trop, etc. Est-ce que c'est le bois? Mais regardons l'absurde de la situation. Aujourd'hui, de plus en plus, on construit en bois. Donc, aujourd'hui, je fais un bâtiment de 12 étages, 100% bois. Sauf que, entre-temps, la réglementation sur le bois et la construction a changé. Et donc, tous nos appartements qui étaient en bois du sol au plafond, en passant par la structure, sont 100% encapsulés dans du plâtre, qui est le pire des matériaux en termes d'énergie. Et donc, on en arrive à ces paradoxes. C'est-à-dire, d'un côté, le désir et un affichage, et de l'autre, les règles qui, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, vous rattrapent. Il y a un côté ubuesque dans la situation, le désir d'un côté et les règles de l'autre. Il faudrait bien qu'un jour, elles se rencontrent. On verra. Ouais. Alors, l'espace? Alors, c'est marrant, l'espace, parce que c'est pas du tout un terme à la mode. Oui. On ne parle plus d'espace. Alors Justement. que moi, on m'a nourri au biberon de l'espace. Moi aussi. Enfin, je suis un peu tombée dedans aussi. Oui, C'est voilà. pour ça que ça revient. La spatialité, c'est vraiment le tunnel du temps. Et pourtant, on ne peut pas parler d'architecture sans parler d'espace. Parce que l'espace, ce n'est pas uniquement l'usage. C'est aussi toute une mise en scène de la profondeur, des séquences, des fonctions, etc. qui donne aussi la magie au lieu. Si c'est un équipement, même si c'est un habitat. Et qui permet de changer d'échelle. Et qui permet totalement de changer d'échelle. Et moi, je continue à marteler espace, espace, espace. Où es-tu? À mes étudiants, pour qu'ils le retrouvent. Parce que, oui, je parlais tout à l'heure de scénographie. J'aurais pu parler de cinéma, de séquences de cinéma. Et ça, là-dessus, j'ai beaucoup appris en écrivant sur Jour Nouvelle. La question du récit. Justement, et la question de « il était une fois ». Et j'aime beaucoup, il m'a beaucoup influencé, justement, quand j'ai commencé à écrire. Son apport m'a énormément influencé sur mon regard, sur ce qu'on appelle en littérature l'incipit du projet, c'est-à-dire le début du projet. C'est-à-dire juste « il était une fois ». Un lieu, un client, une économie, une écologie, etc. La lumière. Alors, j'ai en tête le fameux bâtiment à Saclay, le FLI, c'est ça? Ouais. J'ai été assez émue en découvrant ce bâtiment par cette nef ajourée. Donc, c'est vrai que la lumière est aussi quelque chose qui m'a toujours passionné, simplement parce que j'adore la matérialité, et la matérialité est extrêmement sensible à la lumière. Donc mes 3 premiers articles dans la revue espagnole Apuste, c'était sur les matériaux sensibles. C'est-à-dire, c'est quoi une matérialité sensible? C'est celle qui est sensible à la lumière, principalement. Qu'elle réfléchisse, ou qu'elle absorbe, ou qu'elle broie, enfin, qu'elle change, elle transmute. Il y a aussi un côté alchimique dans la lumière. Et j'ai toujours été passionné par l'architecture baroque. L'architecture baroque est une architecture scénographique. Encore, on revient à la question scénographique. Pourquoi? Parce que, on va dire qu'au silence de la Réforme, il fallait répondre par un énorme bruit de la contre-réforme. Et la contre-réforme, c'est le baroque. C'est-à-dire un dispositif scénographique qui vient en appui d'un rituel qui est déjà, là aussi, en transformation. Et donc, cette scénographie, elle joue évidemment sur la lumière. Des lanterneaux qui sont cachés, des dispositifs scénographiques incroyables. C'est digne d'un théâtre, une pièce de théâtre. Et cette année, j'ai bravé les fortes chaleurs espagnoles et je suis retourné à Tolède. Parce que je voulais absolument revoir dans la cathédrale de Tolède. Si vous allez à Tolède, ne manquez pas El Transparente, le transparent, qui est une chapelle qui a servi de prototype à toutes les églises baroques. Pas le baroque romain, non, le baroque. Et donc, il y a une sorte de
profusion d'angelots qui sont en porte-à-faux, qui tombent, qui sont ramassés par un nuage, des rayons de soleil, de lumière comme ça, en or, qui sont éclairés par un dispositif de lumière caché. C'est un truc de folie. Donc oui, la lumière, c'est la matérialité, mais c'est aussi la transfiguration au sens alchimique de l'espace et du lieu. Oui, avec tout ce que ça peut contenir de spiritualité. Absolument. Mais dans le silence, que ça soit dans le silence ou dans l'excès, il y a, et ce qui nous ramène à la question de l'émotion ou à la beauté. Alors, on va terminer par la créativité. Je pense que c'est quelque chose qui te tient très à cœur. Oui, la créativité. Tu t'attaches à ce que chaque projet soit renouvelé. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Et moi, je pense qu'il a raison, même si lui-même est un peu cinglé, mais c'est vrai, c'est vrai. À partir du moment où on est certain de quelque chose, il n'y a plus d'effort à faire. Alors que le doute oblige à se poser la question en permanence. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, on casse les réflexes et on se projette d'abord par intuition, mais aussi par une volonté de penser. On transforme l'intuition en pensée. Avant, j'utilisais jamais intuition et j'ai découvert que l'intuition, elle existe aussi. J'utilisais toujours pensée. Mais je pense que la pensée et l'intuition, c'est vraiment deux super potes. Bon. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture, mais de manière plus large que tes propres étudiants ? Soyez conscients que le monde est en mutation. Je dirais que c'est vous qui avez tant pis, mais c'est comme ça. C'est vous qui avez la responsabilité de ce changement. Et nous, notre génération, on essaye d'anticiper, mais c'est vous qui devrez, quelque part, trouver les réponses. Donc, allez-y, réinventez tout et foutez tout par terre et réinventez tout. Moi, j'ai pas envie qu'on foute tout par terre. Non, mais non, on n'est pas en 68. Mais en tout cas, c'est bon aussi de re-questionner les choses. Oui. Je pense qu'ils sont prêts à le faire. Absolument. Oui, ils sont... La question, c'est d'être conscient. C'est toujours la même question. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire ? Un mot de la fin, le fameux mot de la fin, Xavier ? Le mot de la fin, j'ai toujours du mal à terminer. Un projet de rêve, peut-être ou... Un projet de rêve, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des projets qui se sont arrêtés, malheureusement, et que j'aurais aimé porter à leur fin. Parce que voilà, ce qui me manque aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas encore cette visibilité, mais c'est vrai qu'il me manque peut-être un projet transitionnel. Qu'est-ce que tu appelles un projet transitionnel ? Un projet transitionnel, c'est un projet qui nous fait faire à nouveau le pas de côté. Bon. Parce que tout le monde se passerait du côté de la culture Ça se passerait du côté de la culture, se passerait du côté de l'architecture et de la culture. Parce qu'il ne faut jamais trop les éloigner, parce que finalement, c'est les artistes qui sont les plus inventeurs, ce n'est pas les architectes. Je veux dire, les plus belles typologies, c'est les artistes qui nous les ont inventées, c'est-à-dire le loft ou l'atelier d'artistes. On a été que des on les a pillés, quoi. On a simplement détourné une typologie pour en faire une typologie d'architecture. Merci beaucoup, Xavier, de ta visite dans Comme d'Archi. Merci à toi, à vous. Oui. Merci, Xavier. À bientôt. À bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas la version anglaise mercredi et notre version française dans une semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.